Loïc Le Floch-Prigent, invité d'Alsace d'un, vous le voyez, le mouton noir, 40 ans, dans les coulisses de la République. On est ravis de vous accueillir. Dites-moi, qui va vous surnommer le mouton noir? Eh bien, c'est François Mitterrand, après m'avoir nommé président de Rhône-Poulenc, c'est-à-dire en 1982. Tout le monde lui dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Il n'est pas polytechnicien, il n'est pas énarque. Et il répond, il réussit, alors on va le garder. C'est également François Mitterrand qui vous demande s'il y a toujours des rétrocommissions sur les contrats. Je suis d'abord président de Rhône-Poulenc, donc le problème ne se pose pas. Ensuite, j'attends tranquillement qu'il revienne et qu'il me rappelle. Et donc il me demande comment ça se passe chez Elf. Je lui dis, bon, écoutez, dans un mois, je reviens vous voir. Et puis, quand je reviens le voir, je lui dis, voilà comment ça se passe. Et il me dit, et à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, c'est vous qui me dites. Moi, voilà le système. Il existe depuis le général de Gaulle et Guillaume. On peut l'enlever, on peut continuer. Voilà. Alors, il va vous demander un rééquilibrage, puisque la droite le faisait, la gauche va le faire aussi. Bien sûr. Et vous le faites? Bien sûr. Et l'argent rentre dans les caisses des partis politiques de gauche, j'imagine. Oui, et puis des hommes politiques aussi qui ont un certain nombre de besoins ici ou là. Donc voilà, c'est comme ça que fonctionnait la République de Gaulle, de Pompidou, de Giscard et également de Mitterrand. Voilà. Et pour avoir dirigé de très grands groupes, vous dites aujourd'hui avec du recul, c'est suicidaire de ne plus faire ces rétrocommissions. De faire des commissions. C'est suicidaire de ne plus faire des commissions, c'est-à-dire que les grands contrats se font dans des pays qui pratiquent les commissions, quel que soit ce que dit le CDE, les Américains, etc., ça se pratique. Mais c'est pas anormal quand on connaît la nature humaine. C'est-à-dire quand vous voyez passer un contrat de 150 millions de dollars et que vous gagnez 1000 dollars par mois, vous dites qu'est-ce qu'il y a pour moi? Vous savez, mais le premier douanier en Afrique vous dit la même chose. Bon, lorsque vous amenez vos valises, il dit bon, et là-dedans il y a quelque chose pour moi. Alors si vous lui dites non, il est pas content, et puis la prochaine fois, vous aurez des difficultés à passer la douane. Voilà, c'est humain. Alors vous avez eu une super carrière. Premier groupe, c'est à quel âge que vous le dirigez? 38 ans. Voilà, très jeune. Rhône-Poulenc, oui. Rhône-Poulenc, vous avez été également le patron de la SNCF, Gaz de France. Votre nom est lié à l'affaire Elf, l'affaire de Vieux-Joncourt. Oui. Alors il y a une chose qu'il faut que vous reconnaître, c'est votre fidélité à l'amitié. C'est Alfred Sirven, dont on connaît, en tout cas ma génération, les frasques. Eh bien, finalement, c'est un de vos copains. Le Corse, André Tarallo, qui a tapé dans les caisses d'Elf, finalement vous lui pardonnez aussi par amitié. Je lui pardonne parce que il a fait quelque chose pour la France. Je suis profondément patriotique et donc lorsque les gens font quelque chose, il faut leur reconnaître que, malgré leurs défauts et malgré les turpitudes, ce qu'ils ont fait. Et André Tarallo a porté haut le drapeau de la France en Afrique lorsque il était difficile de le porter, et Alfred Sirven la même chose. À l'inverse des Bolloré et des Pinault, qui sont décriés dans le bouquin. Oui, et qui n'ont jamais rien fait. C'est des égoïstes complets, donc qu'ils soient là ou ailleurs, c'est équivalent, et ils ne pensent qu'à eux. Ils n'ont pensé qu'à eux toute leur vie, et disons que je trouve ça regrettable, parce qu'avec ce qu'ils ont fait, ou ce qu'ils ont eu comme possibilité, ils auraient pu faire quelque chose. Sur les Sirven quand même au tribunal, va dire, Monsieur le Président, j'ai obéi à mes hiérarchies. Et la hiérarchie, c'est vous. Ça veut dire que... Ça n'a jamais été dit. Ça n'a jamais été dit. C'est-à-dire, non mais il a dit ça de façon ambiguë. Alors, parce sauf que ça va vous ça va me coûter Fresnes. Mais il dit de façon ambiguë, c'est-à-dire que on n'a jamais su ce qu'il avait dit. Bon, l'interprétation du procureur, c'est de dire ça s'adresse à Roland Dumas, qui est sa hiérarchie, et l'intime conviction de la juge qui me condamne, c'est que je suis coupable. Voilà, c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. Quand on juge avec l'intime conviction sans preuve, à la fin, on commet des erreurs ou on n'en commet pas. C'est au lecteur de juger si je suis coupable ou pas. Alors le sort vous les adresse quand même. Il y a un an, à la même époque, vous étiez où? Vous étiez au Togo, et j'étais en train de crever. Oui. Vous arrivez à Abidjan, Côte d'Ivoire, oui. On vous extrade ou on vous kidnappe? Non, on me kidnappe. C'est la police qui le fait. Hein. L'extradition, c'est une procédure judiciaire. Et la procédure judiciaire nécessite qu'on passe devant un juge.
Donc si jamais vous êtes pris par des gens qui se disent des policiers, que vous êtes mis dans un avion pour aller dans un autre pays, vous êtes transféré, vous êtes kidnappé, et le kidnapping arrive au point où, pour me rapatrier en France, on me demande, ou potentiellement on demande à ma famille, 9 millions de dollars. Donc c'est une rançon. Voilà, on pense d'ailleurs que vous êtes enrichi, c'est pour ça qu'ils se disent il a de l'argent, le Préjean. Toujours. Et c'est ça qui me met en colère, et parce que non seulement les Togolais le pensent, mais également le gouvernement français, et puisqu'on téléphone à ma femme en disant bon, est-ce que vous avez 9 millions de dollars pour sauver votre mari? Et là ça me rend fou. Ça rend fou bien sûr ma femme qui sait que je me suis jamais enrichi, mais ça me rend fou quand je reviens et je dis mais il faut que j'écrive ce qui s'est passé, parce que c'est inqualifiable que on considère encore après 17 ans de procédure pénale, sans jamais avoir trouvé un centime sur moi, de considérer que je peux donner 9 millions de dollars pour sauver ma vie. C'est insupportable. Et pour sortir de Lomé, vous payez quand même 50 000 euros. Et je paie 50 000 euros, et ma femme doit aller emprunter pour sortir. Et puis au moment de sortir, il y a un juge qui dit mais quand même il y a rien pour moi. Alors il demande un peu plus, et j'ai rien, donc je saute dans la voiture de l'ambassade et je m'en vais. Mais j'ai eu une belle vie, je ne me plains pas. Je voudrais pas que vos auditeurs aient le sentiment que c'est un livre de plaintes et de violoncelle. Pas du tout. J'ai eu une belle vie et je raconte ma vie. Oui, c'est l'histoire d'un petit gamin dont le père était médecin de campagne et la maman musicienne notamment. Merci Loïc. Voilà, merci à vous.